Donc, quand est-ce que l'on va proposer cette ablation de la limite d'enchaînement? Donc, vous l'avez compris. Donc, quand il y a une rétraction, ça va vous inciter à faire une ablation des limites internes. Parce qu'au moins, vous êtes sûr que vous allez améliorer les métamorphoses. Donc, ça, c'est un argument pour proposer une ablation des limites internes. Mais les deux arguments clés, c'est donc la présence d'un édème et la présence d'une baisse de l'acuité visuelle. Le reflet, j'en ai rien à faire. Il peut y avoir des membranes avec des reflets énormes, qui dixièmes, aucun intérêt de les opérer. Rétraction rétinienne, oui, on l'a vu, pour améliorer, mais essentiellement, on va se baser là-dessus. Pour vous donner deux cas similaires, qui ont tous les deux des couverts fortuits sixièmes, celui-là va avoir, et pas de métamorphosie, celui-là va avoir un reflet cellophane énorme et un OCT à 2 ans, eh bien, à 200 microns, eh bien, celui-là, il ne faudra pas l'opérer, malgré la grosseur et l'intensité de sa membrane. Celui-là qui aura un tout petit reflet cellophane, à peine excessivement discret, mais un OCT montrant une œdème, eh bien, celui-là, je l'opère. Il y a juste une chose oui. sur bien insister sur moi, l'OCT montrant un œdème, je parle de l'épaisseur. Ça, c'est pas les critères, c'est la présence de l'OCT. Oui. Parce que sinon, c'est juste que ça fait du bien réagir bien, parce qu'on ne peut pas le faire, parce que pour l'instant, il n'est pas décompensé. Oui. Par une simple condensation. Oui, oui, on est d'accord. On est d'accord. On est d'accord. Alors, le comment. Donc, ma philosophie, c'est celle de Mireille. Toujours effectuer le traumatisme minimum nécessaire et suffisant pour obtenir le meilleur résultat anatomique et fonctionnel. Le meilleur résultat, le minimum trauma, va venir du meilleur contrôle, ça vous le savez, c'est une des bases en chirurgie, on opère bien que ce que l'on voit bien et ce que l'on contrôle bien. Pour cela, il faut une bonne visualisation, il faut une bonne précision gestuelle et une bonne compréhension pathogénique, anatomique de la maladie. Pour la meilleure visualisation, je vais vous parler de la lampe à fente et de la lentille concave. Pour la meilleure compréhension, du bleu de Koumassi. Illumination. Je vous ai parlé de la lampe à fente. La meilleure visibilité des reflets n'est pas maintenant un argument, ça l'a été il y a 30 ans, et maintenant qu'on a les colorants, ça a passé. Bon, le fait qu'elle soit fixée au microscope fait que vous allez faire une sclérotomie de moins, donc vous allez induire moins d'incision, moins de traumatisme, et surtout, votre fibre intraoculaire ne va pas s'arrêter de bouger et de créer des tractions à la périphérie. Ça libère une main. En quoi c'est intéressant que ça libère une main? Ça, c'est quoi? Ça, là, non. Ça, c'est le fait qu'elle ne soit pas fixée à la... C'est un autre argument. Le fait que ce ne soit pas fixé à la sphère, ça fait que une bonne partie, je suis sûr qu'une bonne partie des cataractes post-opératoires sont liées à ce que quand on fait des indentations, on enfonce le trois-quarts, soit de l'élimination, soit de la fusion dans la cataracte. Mais c'est pas bien mis, c'est pas le commandement. Le fait que ça libère une main, vous imaginez bien que si on devait faire une phaco en illuminant avec la main gauche, on serait bien incapable de faire une phaco, on a besoin de nos deux mains. Hein? Et bien là, c'est pareil. Le fait de libérer une main fait que l'autre main centre le verre, se tient et tient la pince. Tous les détracteurs en France, et Dieu sait s'il y en a, vont m'attaquer sur des tas de trucs, que je perds des décollements à plat, que j'enlève des membranes à 10 dixièmes, tout un tas de conneries comme ça, mais aucun ne m'attaque sur mon habileté chirurgicale. Or, qu'est-ce que c'est l'habileté chirurgicale? On n'est pas né habile. Moi, je suis né avec une particularité
dans le goût artistique, parce que je faisais de la peinture, je faisais du dessin quand j'étais gamin. Ça, c'est un don que j'avais. Mais l'habileté chirurgicale, j'en avais pas. On n'est pas avec une habileté chirurgicale. Mais qu'est-ce qui se passe? Je tiens ma pince avec le deuxième doigt. C'est ce qui fait que ça me permet d'aller infiniment plus vite. Et qu'est-ce que vous faites quand vous jouez au Mikado avec votre gamin, quand vous avez une précision extrême pour enlever un truc? Eh bien, vous mettez votre autre main et vous faites le pas trembler. Eh bien là, c'est exactement pareil. Je ne suis pas plus doué qu'un autre. On ne n'est pas habile chirurgicalement. Simplement, je mets de l'opposé. Pas de phototoxicité, ça c'est important. J'ai fait une étude chez l'œil de porc où j'ai enlevé la choroïde rétromaculaire pour la mettre sur une cellule photoélectrique pour mesurer les éclairages. Et voici les résultats. Avec une lampe à fente, on a un éclairage de 7200 lux, c'est-à-dire à peu près la même chose qu'une fibre en oculaire à 17 mm de l'œil. Quand on passe à 8 mm, on a 30 000. Quand on passe à 4 mm, on a 125 000. Il faut savoir que l'éclairage varie en fonction du carré de la distance. Voici comment vous allez faire pour savoir si vous éclairez. Ça, c'est 17 mm. C'est très loin, c'est à l'entrée. Ça, c'est 8 mm. Ça, c'est 4 mm. Or, vous ne voyez jamais ça. Pourquoi? Parce que vous avez, premièrement, une pupille qui va se contracter. Deuxièmement, sur la caméra, elle a un gain automatique. Là, c'est fait avec un gain fixe. Si vous prenez votre gain fixe, vous mettez votre fibre à 17 mm et vous prenez l'option du gain fixe et vous commencez à opérer. Vous allez voir que les 2 tiers du temps, vous êtes en hyperexposition. C'est-à-dire que vous êtes phototoxique. Je vous signale qu'il est décrit que dans les trous maculaires, il y a entre 10 et 15% de phototoxicité liée à la lampe intraoculaire. C'est écrit ça, c'est écrit. Je peux te sortir du monde à Martine Boulanger, elle a toute la bibliothèque sur ça. En plus, c'est plus économique. Une lampe à fente, ça vaut 10 000 €. Même maintenant, avec la lampe à intégrée, c'est encore moins que ça. C'est-à-dire qu'en 3 mois de fibre optique, c'est payé. Alors, bon, ça ne va pas faire plaisir à l'or et à François, il y a un truc parce qu'il y a là-dessus, mais vous allez avoir une chirurgie plus efficace. Pourquoi je vous parle de ça? Ça a l'air mercantile. C'est qu'il est très important dans vos rapports avec votre clinique, il est très important d'avoir une chirurgie qui rapporte de l'argent à la clinique. Moi, je peux vous dire que j'ai toujours eu ce que je voulais à la clinique Saury. Pourquoi? Parce qu'une vitrectomie rapportait 8 fois plus que le cataracte. Et que quand vous faites une journée à 20 chirurgies endoculaires, à 20 vitrectomies, ça fait le rapport de 160 cataractes. Et ben, je peux vous dire que le directeur de la clinique, il ne vous parle pas de la même façon qu'un opérateur de la lentille. La lentille, je vais vous montrer. Alors, quels sont ceux-ci qui opèrent, dont les patrons opèrent la macula avec une lentille tranchante? Levez la main, s'il vous plaît. Personne? C'est vrai? Tranchant? Quoi? Bon. Je vous en supplie. Je ne parlerai pas de tranchant dans le décollement, dans le diabète et tout ça. Mais en macula, il n'y a aucune raison d'utiliser une lentille tranchante. Charles? Ah, pas pour la macula. Pour le reste, alors on est d'accord. Pour la chirurgie de la macula, il n'y a aucune raison. Pourquoi? Il n'y aura aucun photographe que vous allez trouver professionnel qui va utiliser une lentille tranchante pour vous faire un portrait. Il ne va pas prendre de là à là pour vous faire un portrait. Il va au contraire prendre un zoom et prendre un truc très, très, très précis. Parce que ce qui compte, c'est l'augmentation du pouvoir discriminateur, du pouvoir séparateur.
Je vais vous raconter une histoire, je vais vous montrer une histoire. Un jour, il y a le type de Bio qui vient en disant je vais vous présenter, on a je sais que vous êtes contre les lentilles Longchamp, mais on a une lentille spéciale maculaire parfaitement adaptée à toute la chirurgie maculaire. Vous allez adorer ça, j'aimerais que vous l'essayiez. Il dit non, ça ne va pas marcher, il n'y a pas de raison. Je vous promets que ça sera formidable. Je lui dis, écoutez, je vais essayer. On est dans le blog demain, on va l'essayer, mais on enregistre et je le publie. Oui, je suis sur mon coup. Bon. Donc on a pris le même œil, avec le même système d'éclairage, voilà, et on a j'ai mis là, donc un éclairage oculaire, j'ai mis une lentille flanc concave. Et on a enregistré, voilà le résultat, je me suis mis au point. Bon, vous voyez qu'il y a des petits détails, là, je ne sais pas si vous voyez, des vitrés, des adhérences sur des petites... Bon, c'est ce qu'on a enregistré. Après, il a fait le reste. C'est-à-dire qu'il a mis sa lentille, il a mis... Moi, j'ai gardé simplement la lumière en oculaire, et voilà ce que ça fait. Où sont les détails vitrés, adhérents, plus de détails. Et c'est normal, c'est des lois optiques, ça. Il n'y a pas de raison d'imaginer qu'on ait la même vision avec un biome qu'avec une lentille flanc concave. Hein? Donc, de grâce, et si l'on fait la comparaison, regardez, voilà. Hein? Vous voyez, là, la lentille flanc concave, vous voyez les petits détails, là, le brouillard. Et ça, c'est la meilleure visibilité que vous donne la lentille spéciale macula avec le biome. Vitrectomie maintenant. Alors, vitrectomie, moi je ne fais qu'une vitrectomie minimale, c'est-à-dire ce qu'on appelle une corps-vitrectomie, uniquement le vitré postérieur, et c'est tout. Mais je ne vais pas essayer de vous convaincre. Autant je suis ferme et fort sur la lentille, la vitrectomie, non. Pourquoi? Parce que la vitrectomie, c'est tellement complexe. Ça fait intervenir tellement de choses. Quelle machine vous avez, quelle vitesse de coupe, quels paramètres vous utilisez, est-ce que vous avez, est-ce que vous êtes à 3 voies, 2 voies, c'est tellement, je vais vous raconter une histoire. Klaus Lucke est venu un jour, parce que j'avais présenté une statistique de Mariano Gross, qu'il avait fait à la maison, qui a passé un an à la maison, et qui avait fait une étude sur après ERM, après Montrane, vous voyez, j'ai 1,9% de décollement de rétine et 52% de cataracte à 45 mois. Bon. Et Klaus avait interloqué, il était venu, il m'avait vu travailler, il est rentré chez lui après, et il a travaillé de la même façon. Eh bien, il a eu 4% de décollement, parce qu'il n'utilisait pas exactement les mêmes paramètres. C'est-à-dire que dans sa vitrectomie centrale, quand moi je suis à 10 cc minutes ou à 8 cc minutes, je coupe à 800 coups, et puis après, je fais, bon, lui, il ne coupait pas la même fréquence, il n'utilise pas les mêmes débits. Et ça influence tout. Donc, et même la machine. Moi, je vais vous montrer la statistique qu'on a montrée cette année à Monaco pour le dernier congrès ERS sur les corps flottants. Corps flottant, il n'y a rien de plus bête comme vitrectomie. Une vitrectomie centrale, ce n'est pas une vitrectomie risquée, on est sur une autoroute. Hein. Eh bien, on a fait une étude sur 700 yeux, 49 rétinologues de 16 pays. Il y a eu 32% des yeux opérés par une machine à contrôle du débit, 65% opérés par une machine américaine. Une machine à contrôle du débit, c'est pareil. Décollement de rétine, les machines à contrôle du vide entraînent 5,5 fois plus de décollement.
Vous imaginez ça sur une vitrectomie simplissime comme des corps flottants. 5,5 fois plus de décollement de rétine. Et c'est significatif. 0,013. Et si on va plus loin, quand on regarde le risque de cataracte, la Venturi engendre 3,6 fois plus de cataracte que la machine à contrôler. Et quand on travaille en haute vitesse de couple, on a 2 fois plus de cataracte. Donc vous voyez qu'un simple petit détail comme ça, sur un acte tellement simple, eh bien selon que vous avez une machine à code, ou une machine d'or, ou leur clé, ou là, déjà vous n'avez pas les statistiques. Donc, je ne cherche pas à vous convaincre, je ne veux pas vous dire de faire comme moi uniquement des corps vitrectomies. Faites ce qui vous semble le mieux. Moi, personnellement, les résultats que j'ai eus et qui ne sont pas truqués m'avaient fait continuer à travailler avec des corps vitrectomies. Le colorant. Pourquoi j'ai utilisé le bleu Toumassi? Parce qu'il s'agit, on l'a vu, la membrane, c'est la hyaloïde mélangée avec des astrocytes et des pédicelles de nuit. Avec du bleu tripant, tout est bleu. Hein? C'est le bleu total. C'est Klein, les peintures de Klein, où tout est bleu. J'ai l'habitude de dire que mettre du bleu tripant, c'est comme rentrer dans une boîte de nuit avec des lunettes infrarouges. Vous identifiez parfaitement tous les êtres vivants qui sont dans la boîte de nuit. Seul truc, c'est que vous n'avez pas que la personne que vous avez invitée à danser le slow, si c'est une femme ou un homme. Parce que vous n'avez pas les moyens de les différencier. C'est un peu gênant. Et imaginez si on arrivait à teinter les terroristes en bleu, et il n'y a rien que les terroristes. Ça serait génial pour les forces armées. Il y aurait qu'intérêt sur le bleu. Et c'est ce qui... Mais avec le bleu tripant, vous teintez aussi bien celui qui est pris en otage que le terroriste. Donc, aucun intérêt. Donc, vous différenciez les structures. Et alors, le bleu tripant, les labos vous disent, ça colore les militants internes. Or, allez sur Wikipédia demain, donc, on n'est pas dans la grande recherche, on n'est pas dans la grande recherche. Eh bien, vous verrez que le bleu de Toumassi, le Island Blue, c'est le bleu de Toumassi, vous verrez que c'est lié à l'arginine, la tyrosine, le tryptophane, l'histidine, la phédéalamine, et surtout l'arginine. C'est-à-dire toutes ces protéines intracellulaires, ces protéines qu'on trouve dans le corps Golgi, dans le plasmique, dans tous ces trucs, et qu'on ne peut pas trouver dans la limitante interne. La limitante interne, c'est du collagène 4. Il n'y a pas de cellules. C'est du collagène 4. Or, c'est à peu près coloré par le Toumassi. C'est pas possible. Donc, voilà. Et il ne colore pas, bien sûr, non plus le vitré. Donc, le bleu Toumassi ne peut colorer que ce qu'il y a à cet endroit-là, c'est-à-dire des astrocytes et des cellules de lunaire. Et je vais vous montrer, si vous ne croyez pas, cette vidéo. Vous voyez, c'est une membrane, j'ai déjà mis le bleu. Vous voyez la plaque de vitré qui est là. Et vous voyez qu'elle est bordée par un hyper-condensation bleue. Alors, on va voir ce qui se passe. Voilà, vous voyez, là, on est sur la militante interne. Hein? Là, c'est la plaque de hyaloïde. Et vous voyez que si je vais essayer de bouger ça,
c'est coloré sur la surface externe. De ce qui flotte à l'intérieur du vitré. Alors je vais l'enlever. Donc si ça c'est de la limitante interne, on va avoir un manque de limitante interne derrière. Parce que la limitante interne, ça ne prolifère pas, donc c'est pas possible qu'elle prolifère. Donc j'enlève la chose très bleue, on l'enlève, voilà, et puis on va remettre, voilà. Là on voit que c'est rétracté, que c'était une plaque de hyalurone. Bon, on va remettre du bleu. Alors, pour aller, c'est un petit peu long, j'ai multiplié par 2 la vitesse, vous voyez que c'est un petit peu saccadé, mais vous voyez que je vais aller dans la place où on l'a enlevé. Vous allez voir, je suis pas, voilà, j'ai mis ma deuxième main, donc je suis un peu plus adroit, voilà. Et vous voyez que c'était pas la limitante interne. La limitante interne, là, elle est plus colorée parce qu'elle est colorée 2 fois. Mais de ce côté-là, vous voyez qu'elle est toujours présente. Là, elle est toujours présente, la limitante interne. Donc, ça n'a pas coloré. Je peux même, oui, je crois que je l'enlève. Voilà, regardez. Ça n'a pas, on n'a pas le bleu sombre, c'était pas la limitante interne. C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est la prolifération qui progresse sur la dialyse postérieure, sur sa face externe, la prolifération astrocytaire. Vous voyez que c'est bien, ça ne peut pas être la limitante interne. Hein? Alors, ça va nous permettre de mieux comprendre la pathologie. Voici, encore une fois, un autre exemple. Un exemple, vous voyez, là, c'est bien bleu. J'enlève cette structure qui est colorée par le Highland Blue, donc dont on sait qu'il contient des astrocytes et des pieds des cellules de Müller. Et je remets du bleu, et derrière, vous voyez que là, comme pour le cas de tout à l'heure, on a une autre chose qui est, cette fois-ci, les pieds des cellules Müller au niveau de la limitante interne. Vous voyez bien qu'on peut enlever 2 choses bleues, parce que ça ne colore pas la limitante interne, ça colore les astrocytes et les pieds des cellules Müller. Ça colore les protéines, c'est lié aux protéines intracellulaires. Et en fait, voilà, c'est la même chose que ce que je vous ai dit tout à l'heure. Voilà, c'est ces deux niveaux de prolifération astrocytaire et des pieds des cellules. Le bleu de Koumassi va aussi vous éviter de faire des erreurs. Voici un exemple. Vous voyez, il y a une belle plaque de vitré, là, c'est très bien. Et puis là, il y a quelque chose qui manque, c'est pas bleu, là. Et puis on a un pied. On a un pied. Il faut bien que vous mettiez ça en tête parce que vous l'aurez. Vous voyez ce pied-là. En haut, c'est pas coloré, et en bas, ça l'est. Là, on sait que c'est la plaque. Eh bien, ça, qu'est-ce que c'est? C'est un arrachement spontané de la limitante. Et ça existe lorsque vous avez une petite plaque de vitré qui se rétracte, qui tire sur la limitante, et qui entraîne une déchirure spontanée de la limitante. Une chose il faut que vous l'ayez en tête, parce que si vous mettez du bleu qui va tout colorer, du bleu, eh bien, vous allez aussi bien attaquer directement sur les fibres. Et là, vous allez faire, alors là, c'est pas un traumatisme que vous allez faire, c'est une catastrophe. Hein. Et c'est le stade, ce qu'on appelait autrefois le stade 2, où on vous disait, c'est des interruptions exoplasmiques, il faut... Et c'est pas des interruptions exoplasmiques, c'est un curing, une déchirure spontanée de la terre. Regardez là, comme elle est belle. On la voit bien. Là, il n'y a plus de limitant. Là, il y a un pied. Et voilà. Et là, vous allez enlever tout. Mais si vous attaquez là, vous faites une catastrophe. Or ça, seul le bleu de Koumassi vous permet de le voir aussi facilement. Un autre exemple, voilà.
Ici, vous voyez la déchirure spontanée, la limitante interne, avec une plaque de vitrée ici. Là, il y a le limitant. Là, il y a la plaque de vitrée qui s'est rétractée, qui a entraîné une déchirure. Également, ça va vous permettre de faire des pelages plus facilement, comme vous allez différencier tout à fait l'endroit où il y a de la limitante pure, vous avez directement accès aux cellules de Müller, et l'endroit où il y a une plaque de vitrée, eh bien vous allez pouvoir, par une seule manipulation, vous allez pouvoir attaquer à l'endroit où vous êtes sur la limitante interne, sur les cellules de Müller pures, pour pouvoir attaquer là et enlever tout le reste en même temps. Ça vous fera gagner du temps, ça vous fera gagner des entrées et sorties de votre œuvre. Dernière raison, voilà, vous voyez, donc j'essayais toujours d'enlever tout en un temps pour limiter les entrées et sorties de voilà. Également parce que c'est le moins toxique. Le bleu de Poumassi est le colorant le moins toxique de tous. Le vert d'indocyanine, vous le savez, a une toxicité. C'est pourquoi ils mettent un petit peu de... Ceux qui l'utilisent mettent dans les trous maculaires, ils mettent un petit peu de visqueux sur le trou pour éviter que le vert touche l'étiquette pigmentaire. Le triton bleu, parlez-en à Yvette, parlez-en aux anapathes. Le triton bleu est toxique, moins que le vert d'indocyanine, mais il a une toxicité, il s'en sert pour reconnaître les suivantes, et le bleu de Poumassi est complètement atoxique. Enfin, il n'y a pas une seule publication sur une toxicité pour le bleu de Poumassi. Pour l'enlever, eh bien, moi j'utilisais la technique de la machine à laver, c'est-à-dire qu'on verticalise le truc, ça fait faire un mouvement au bleu comme ça, et vous l'aspirez plus facilement. Vous faites faire le système de le système rotatoire. Voilà. Bon, c'est un tout petit truc. Vous faites brûler, chacun va inventer son petit truc. Voilà ce que je faisais. Je verticalisais le truc et hop, là, ça faisait tourner. Et alors, comme ça tourne, ça frotte un petit peu plus sur la rétine, et ce qui m'évitait d'attendre deux minutes que le bleu fasse son effet de coloration. Bon. Le pelage, je vous montre ce que je faisais. Je pinçais la rétine, je mettais, vous voyez le grossissement que j'utilisais. C'est le plus fort du microscope, toujours au plus fort pour le pelage. Je pince la rétine, ça fait un tout petit pli en face, et là, ça vous permet de séparer la limitante du reste. La limitante, c'est la seule structure rigide de la rétine. Tout ce qu'il y a dessous, c'est mou. Donc, si vous faites comme ça, hop, vous séparez la limitante du body qu'il y a derrière. Un autre exemple, vous voyez, on passe, très doucement, hop, il y a un petit pli ici, et voilà. Et maintenant, pour faire le pelage, rien de bien nouveau, je fais un rexis tout bête. C'est-à-dire, comme vous initiez un rexis, vous faites une ouverture, et puis après, vous tournez autour de la masse. Voilà. Bon, c'est pas bien original, c'est plus qu'à faire. Voilà. Vous tournez autour. Ça, c'est exactement un capsuleur rexis tout matin. Vous voyez que c'est des mouvements qui sont lents. Je ne me presse pas, moyennant quoi, je faisais tous les matins 14 chirurgies de la macula, tous les matins je devais faire. Et je faisais le reste dans l'après-midi. Je faisais jamais plus de 24 chirurgies par jour. Donc, en principe, je m'arrêtais à 20. Dans l'après-midi, il y avait des décollements, les chirurgies un petit peu plus. Voilà la même chose pour une thrombose veineuse. Voilà, vous voyez, je pince, vous voyez, grossissement. À ce grossissement-là, vous ne pouvez pas faire de dégâts.
vous ne pouvez pas faire des cas, vous êtes tellement gros que vous contrôlez tout. Donc, je faisais une ouverture, et après, dans l'ouverture, j'allais prendre comme pour un récit, c'est exactement comme pour un récit. Alors, il n'y a qu'une. La chirurgie la plus dure, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est quand il y a du vitré partout, et c'est d'autant plus difficile maintenant que vous êtes en 23 et 25, voire 25. À l'époque, je me servais d'une aiguille, parce que là, avec la pince, vous n'allez pas être efficace sur le vitré. Donc, il faut créer un plan de filage. Donc, je prenais une aiguille, mais maintenant, ça ne trouve plus Alors, il faut que vous demandiez un pic. Ils font des petits pics comme ça qui vont être un peu moins efficaces que l'aiguille, mais qui vont vous permettre quand même de faire un plan de filage même avec un petit pic. C'est ce que tu fais, Joël. Les aiguilles orange plus longues que les aiguilles orange standards. Oui. Ça va être 125 G. Oui, mais alors il faut vraiment faire la toute extrémité de l'aiguille. Il ne faut pas que ça dépasse le diamètre de... Ouais. Donc voilà, hein, ça c'était donc les petits trucs que je voulais. Oui.